Elle était soldat, trempée et silencieuse, tenant la main de sa fille sous la pluie, oubliée du monde. Lui était un père célibataire, rentrant chez lui en voiture sous la tempête, sans se douter qu'un coup à sa porte allait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur l'amour, la guérison et les secondes chances. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une aide apportée à un inconnu. C'est l'histoire de la lumière que nous laissons allumer pour les autres, et parfois pour nous-mêmes. Si les histoires de gentillesse, de miracles discrets et d'amour inattendu vous touchent, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner et rejoignez-nous pour découvrir d'autres histoires humaines authentiques qui vous redonneront foi en la bonté. Maintenant, installez-vous confortablement, respirez profondément et commençons. La pluie tombait à verse, pas goutte à goutte. Le genre de tempête qui brouillait les phares, trempait le denim et semblait effacer les contours du monde. Red Callahan agrippa le volant de son vieux pick-up blanc, plissant les yeux à travers le pare-brise embué que les essuie-glaces peinaient à nettoyer. À côté de lui, sa fille Ellie, âgée de 7 ans, fredonnait doucement, les jambes ballottant depuis le bord de son siège réhausseur, traçant des gouttes de pluie avec son doigt sur la vitre. Il venait de quitter le centre communautaire après les cours de piano, une routine hebdomadaire qui tenait autant de la tradition que de la thérapie. Rhett n'avait manqué aucun cours depuis plus d'1 an, non pas parce qu'Ellie était destinée à jouer au Carnegie Hall, mais parce que c'était quelque chose sur lequel sa défunte épouse Marlène avait insisté, et Rhett tenait ses promesses. La route était presque déserte, serpentant à travers les collines à l'extérieur de Blue Hollow, en Caroline du Nord. Les arbres se balançaient violemment dans le vent, et la brume s'accrochait à tout, fantomatique et lourde. Rhett ralentit en tournant sur le chemin de gravier près de Sycamore Lane. Et c'est là qu'il les vit. Une femme en tenue militaire trempée jusqu'aux os marchait le long de la route, son bras gauche protégeant une petite fille dont le sweat à capuche trop grand était trempé. L'enfant trébuchait légèrement, s'accrochant à la taille de la femme. Derrière elle, un sac de voyage était à moitié glissé de l'épaule de l'adulte, lourd et traînant, presque vaincu. L'instinct prit le dessus avant que la raison ne puisse intervenir. Rhett freina brusquement, faisant légèrement sursauter Ellie. « Tout va bien, papa ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés. Rhett ne répondit pas tout de suite. Il fixait les deux silhouettes devant lui à travers la vitre éclaboussée par la pluie. Quelque chose. Peut-être était-ce l'image de l'enfant ou l'épuisement du soldat qui s'était logé dans sa poitrine. Il baissa la vitre et se pencha. « Vous allez bien ?» demanda-t-il. La femme se retourna, le regard prudent, les lèvres pâles. Elle avait un de ces visages qui ne sont pas frappants au sens magazine du terme, mais forts, dignes, marqués par les intempéries. Ses yeux gris acier reflétaient à la fois la fatigue et la fierté. « Nous allons bien, dit-elle, bien que sa voix tremblât. Nous essayons juste d'arriver au refuge avant qu'il ne ferme. » Rhett regarda la fillette. Ses baskets s'étaient trempées, son visage rougi par le froid. Pas de parapluie, pas d'abri, aucun espoir d'atteindre un endroit sec dans cette tempête. « Vous n'y arriverez pas dans ces conditions, » dit Rhett. Il hésita, puis ouvrit la porte. « Je ne suis pas un pervers. J'ai un enfant dans la voiture. Entrez, réchauffez-vous. » La femme hésita, son corps se tendant comme si elle évaluait tous les scénarios possibles. Ellie baissa sa vitre juste assez pour passer la tête et dit d'une voix enjouée. « C'est bon, j'ai des snacks. » La soldate esquissa un léger sourire. « Elle est persuasive. J'ai de la soupe chaude à la maison, » ajouta Red. « Ce n'est pas raffiné, mais c'est de la vraie nourriture et un toit au sec. Ça a suffi. » Elle acquiesça brièvement, puis prit la petite fille dans ses bras et se glissa sur la banquette arrière. « Je m'appelle Zara, dit-elle. Voici Juniper, nous l'appelons June. Je suis Rhett. Voici Ellie, vous êtes en sécurité maintenant. » Le trajet jusqu'à la cabane de Rhett prit moins de 10 minutes, mais dans le silence, il sembla plus long. Les seuls bruits étaient le cliquetis des gouttes de pluie sur le métal, et Ellie expliquant en détail pourquoi les crackers Goldfish étaient meilleurs que les bretzels. Zara ne parlait pas beaucoup, mais Rhett remarqua qu'elle regardait chaque panneau de signalisation et chaque arbre, comme si elle mémorisait des itinéraires de fuite. Militaires, sans aucun doute, et surveillés. Lorsqu'ils s'engagèrent dans l'allée, Ellie sauta hors de la voiture et courut vers le porche. Rhett prit les serviettes de rechange derrière le siège et les tendit à Zara. Elle avait l'air stupéfaite. « Vous n'étiez pas obligé de vous arrêter, » murmura-t-elle. Rhett haussa les épaules. « Oui, eh bien, Marlène ne m'aurait pas laissé continuer à rouler. » Zara cligna des yeux. « Votre femme. » Il acquiesça. « Était. Elle est décédée il y a 2 ans. » Zara ne posa pas d'autres questions. Elle se contenta de dire « Je suis désolée ». Et elle semblait sincère. La cabane sentait le cèdre mouillé
et la soupe de lentilles. Ellie et June disparurent dans le salon comme si elles se connaissaient depuis toujours. Zara s'assit raide sur le bord du banc de la cuisine. De la vapeur s'élevait de sa tasse. Elle n'avait pas encore touché à sa soupe. Rhett, debout près de la cuisinière, remuait une autre casserole. Il ne la regardait pas, mais sa voix était calme et posée. « D'où venez-vous de Fort Campbell ? Je viens d'être démobilisé. Je n'ai nulle part où aller. » Elle marqua une pause. « Pas vraiment. J'ai fait une demande d'aide au logement. Je n'ai pas encore de réponse. » Rhett acquiesça lentement. « Et le père de June ?» Zara serra les mâchoires. « Il n'est jamais resté. Il n'y a que nous. » Rhett finit par se tourner vers elle et la regarda dans les yeux. « Eh bien, pour ce soir, nous sommes 4. » Après que June se soit endormie sur le canapé à côté d'Ellie, enveloppée dans une couverture empruntée, Zara se tint sur le porche, les bras croisés, regardant la pluie battante. Rhett la rejoignit et lui offrit une deuxième tasse de thé. « Les lumières du porche sont toujours allumées, » dit-il. Zara les regarda puis le regarda. « C'est une expression ou quelque chose comme ça ?»« Non, c'est une promesse. » Elle ne répondit pas, mais quelque chose dans son visage s'adoucit. Pas beaucoup, juste un peu, mais Rhett le remarqua. Il ne lui demanda pas son histoire. Il laissa simplement la pluie tomber, la vapeur monter et le silence les envelopper comme un nouveau départ dont ils ne savaient pas encore qu'ils avaient déjà pris le chemin. Le matin arriva doux et doré, comme des excuses murmurées après une longue nuit de tristesse. Rhett se tenait devant l'évier de la cuisine, une tasse à la main, regardant les rayons du soleil percer les derniers nuages de pluie. Le porche scintillait encore. L'herbe pliait sous le poids de l'eau. Tout sentait le pain et la promesse. Derrière lui, la petite cabane était calme, pas d'une solitude solitaire, mais d'un silence sacré et feutré, celui de quelque chose de nouveau qui tentait de prendre racine. Zara et June avaient pris la chambre d'amis. En réalité, un ancien bureau reconverti avec un vieux canapé-lit et du papier peint défraîchi que Rhett avait l'intention de remplacer depuis des années. Il ne savait pas que des invités auraient à nouveau leur importance. Il entendit des pas légers qui n'étaient pas ceux d'Ellie. Il se retourna. Zara entra dans la cuisine, les cheveux encore humides après la douche, vêtue du même haut thermique vert olive et du même pantalon cargo que la veille. Elle se tenait comme un soldat en uniforme, même pieds nus. « Bonjour », dit-elle prudemment. « Du café ?» proposa Red. Elle hésita. « Seulement si c'est du vrai », dit-il avec un sourire en coin. « Je le fais assez fort pour réveiller les morts. » Elle prit la tasse qu'il lui tendait avec un signe de tête qui pouvait presque passer pour de la gratitude. Ils restèrent debout en silence pendant quelques instants, la vapeur s'élevant entre eux. Rhett remarqua la légère cicatrice au-dessus de son sourcil, la façon dont sa main tremblait légèrement lorsqu'elle souleva la tasse. Le traumatisme restait ancré dans le corps longtemps après la fin de la guerre. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il. Elle acquiesça. « Mieux que depuis des semaines. »« June, elle dort encore. C'est rare. Elle ne s'endort pas facilement. » Rhett s'appuya contre le comptoir, les bras croisés. Ellie était comme ça, avant. Après la mort de Marlène, elle se réveillait en pleurant presque toutes les nuits. Il a fallu 1 an avant qu'elle n'y arrive sans moi. Zara baissa les yeux. Les enfants sont plus résistants qu'on ne le pense. Mais certaines nuits... Oui, dit Rhett doucement. Certaines nuits, ça vous brise. Plus tard dans la matinée, Ellie et June étaient allongées sur le tapis, dessinant des chats qui ressemblaient à des écureuils et gloussant comme si elles étaient meilleures amies depuis toujours. Zara se tenait près de la porte et les regardait, les bras croisés, mais l'air plus doux. « Elle n'avait pas ri comme ça depuis des mois, » murmura-t-elle. « Tu as beaucoup déménagé ?» demanda Red. « Trop. 3 États en 1 an entre les bases, le couchsurfing, les listes d'attente. L'armée, c'est génial, jusqu'à ce que tu ne fasses plus partie des leurs. » Il n'insista pas. Au lieu de cela, il dit « Tu peux rester ici quelque temps. Ce n'est pas luxueux, mais il y a de la place. » Les filles semblent bien s'entendre. Zara se tourna vers lui. « Je ne veux pas m'imposer. Tu ne t'imposes pas. » Elle hésita. La plupart des gens ne sont pas aussi généreux, surtout envers quelqu'un qui n'a pas d'adresse et un sac militaire rempli de dettes. Rhett haussa les épaules. La plupart des gens n'ont pas vécu ce que j'ai vécu. Zara le regarda longuement et intensément. Elle ne lui demanda pas où il avait été. Elle n'avait pas besoin de le faire. Cet après-midi-là, Zara aida Rhett à réparer une gouttière défectueuse sur le côté de la maison. Elle grimpa à l'échelle sans hésiter, un marteau à la main, comme si elle avait passé sa vie à faire des réparations plutôt qu'à déminer des champs de mines et à charger des marchandises. Red lui tendit des clous, amusé par son calme et sa compétence. « Vous faites souvent ça ?» demanda-t-il. « J'avais l'habitude de construire des abris et des tempêtes de sable. C'est du gâteau, dit-il en riant.
Vous avez un humour pince sans rire. Je n'ai pas le choix. Mon humour est la seule chose qu'on ne m'ait pas retirée. » Quand ils eurent terminé, l'air s'était rafraîchi. Les filles couraient pieds nus et libres après les grenouilles près du ruisseau derrière la maison. Zara se tenait à côté de Red sous le porche, les yeux rivés sur l'horizon. « Tu as déjà pensé à partir d'ici ?»« Oh, pardon ?» demanda-t-elle. Il réfléchit un instant. « Parfois. Mais c'est ici qu'Ellie se sent en sécurité. Et peut-être que j'en ai assez de tout recommencer. » Elle acquiesça lentement. « Je comprends ce sentiment. » À la tombée de la nuit, Red alluma la lanterne du porche. Il le faisait tous les soirs depuis le décès de Marlène. Non par habitude, mais par espoir. Comme un vieux rituel pour les cœurs brisés. Zara l'observait. « Tu l'allumes tous les soirs. Tous les soirs. » Elle fixait la lueur, le visage impassible. « Pour qui est-ce » Avant, c'était pour Marlène. Il marqua une pause. Peut-être juste pour tous ceux qui ont besoin de retrouver le chemin de leur foyer. Zara détourna le regard, la mâchoire crispée. « Avant, je croyais à ce genre de choses, » dit-elle doucement. « Tu as arrêté. J'ai arrêté de croire que quelqu'un me cherchait. » Un long silence s'ensuivit, puis Rhett dit « Peut-être que ce n'était pas le cas, mais tu as quand même trouvé la lumière. » Elle ne répondit pas, mais la lueur dans ses yeux indiquait que quelque chose bougeait en elle. Peut-être pas la croyance, mais la douleur de vouloir y croire. Ce soir-là, alors que Rhett bordait Ellie dans son lit, elle posa la question à laquelle il s'attendait à moitié. « Mademoiselle Zara et June vont-elles rester ici pour toujours ?» Il sourit. « Je ne sais pas, ma petite. C'est à elles de décider. »« J'espère qu'elles resteront, » murmura-t-elle en se blottissant dans sa couverture. « Je pense que nous les aidons. » Rhett se pencha et l'embrassa sur le front. « Peut-être qu'elles nous aident aussi. » Quand il sortit, il trouva Zara à nouveau sous le porche, la capuche relevée, les bras croisés. Il ne dit rien, se contentant de se tenir à côté d'elle. Tous deux regardèrent dans la nuit les étoiles pâles percer les nuages, à la lueur douce de la lumière du porche qui baignait les marches d'une lumière ambrée, une lumière qui avait attendu, une lumière désormais partagée. Zara était assise à la table de la cuisine, les doigts crispés autour d'une tasse en céramique ébréchée. De la vapeur s'élevait du café intact. En face d'elle, une pile de papier comprenait des formulaires gouvernementaux à moitié remplis, des états de service, des numéros de demande de preuve de démobilisation qui ne semblaient jamais avoir de sens. Elle fixait l'enveloppe dans sa main, sur laquelle était imprimé en gris pâle « Department of Veterans Affairs », ministère des anciens combattants. C'était la 5e fois qu'elle ouvrait une lettre de leur part au cours des 6 derniers mois, et la 5e fois qu'elle disait la même chose. « Nous avons le regret de vous informer que l'aide au logement ne peut être accordée pour le moment en raison d'un manque de disponibilité. Votre demande reste en attente. Q. » Ce mot lui tordit l'estomac. Elle avait passé 13 ans dans l'armée, 3 déploiements, une médaille pour bravoure. Et maintenant, elle n'était plus qu'un nom dans une file d'attente, traînant sa fille de canapé en refuge, tandis que d'autres, avec des voix plus fortes et moins d'années dans l'armée, passaient devant elle. Sa mâchoire se crispa. Elle plia la lettre avec une précision militaire et la glissa sous la pile, comme si le fait de la cacher pouvait en quelque sorte alléger son poids. C'est alors qu'elle remarqua que Rhett l'observait depuis l'embrasure de la porte. Il ne dit pas un mot, se contentant de croiser les bras et de s'appuyer contre le cadre. Son regard était calme et fixe, comme celui de quelqu'un qui a compris depuis longtemps que le silence est parfois la forme d'écoute la plus bienveillante. « Avez-vous déjà eu l'impression que le système voulait vous faire disparaître ?» demanda-t-elle à voix basse. « Tout le temps, » répondit Rhett, « surtout après le décès de Marlène. C'était comme si j'avais cessé d'exister, sauf pour les factures. Elle continuait d'arriver. » Elle esquissa un léger sourire. Certaines choses ne changent jamais. Il entra dans la pièce et tira la chaise en face d'elle. « Quel est le plan maintenant ?» demanda-t-il. Zara soupira. « Continuez d'appeler, continuez à postuler. Il y a un programme de logement transitoire dans 2 comtés, mais il est complet. Ils ont dit « Revenez dans 4 mois. » Et d'ici là, elle leva les yeux vers lui. « D'ici là, je continuerai à faire semblant que tout va bien pour June. » Il n'y avait aucune pitié sur son visage. Juste cette même stabilité tranquille, celle qui ne se précipite pas pour réparer, mais qui laisse de la place à la vérité pour s'asseoir et respirer. « Tu n'as pas besoin de faire semblant ici, » a-t-il simplement dit. « Pas avec moi, » a-t-elle cligné des yeux. Sa gorge s'est serrée de manière inattendue. Avant qu'elle n'ait pu répondre, la porte arrière s'est ouverte brusquement, et 2 filles gloussantes se sont précipitées à l'intérieur, couvertes de taches d'herbe et sentant le soleil. Ellie a brandi un bocal en verre. « Regarde, on a attrapé des lucioles. 3 en tout, » June a ajouté fièrement. Red a souri. « Assurez-vous de les relâcher avant la tombée de la nuit. »
Ces insectes ont aussi une famille, tu sais. Les filles se précipitèrent dans le salon, laissant derrière elles un sillage de rire et de saleté. Zara expira. Parfois, je me demande comment elle fait pour continuer à sourire. Elle tatoua. C'est comme ça. Elle secoua la tête. Je ne suis pas sûr que cela suffise. Rhett marqua une pause, puis dit doucement. Oui, mais au cas où, elle nous a aussi maintenant. Ce soir-là, après que les filles se soient endormies dans leur fort de coussins improvisés, Rhett sortit une enveloppe usée d'un tiroir du garage. Il s'assit à son établi sous le doux bourdonnement d'une ampoule suspendue au plafond, fixant longuement l'entête de la lettre. C'était la même lettre que Marlène avait reçue 4 ans auparavant. Celle qui refusait de couvrir un traitement expérimental, trop coûteux et non nécessaire d'un point de vue médical. Lorsqu'ils changèrent d'avis, il était trop tard. Red ne l'avait pas gardé par amertume. Il l'avait conservé pour se rappeler que même les gens bien pouvaient passer entre les mailles du filet. Il prit une feuille blanche et se mit à écrire. Le lendemain matin, Zara fut surprise de constater que Rhett était parti. Un post-it jaune était collé sur la cafetière. « J'ai emmené Ellie à l'école. Je reviens bientôt. Café fort. » Elle rit doucement. Cet homme était prévisible, d'une manière réconfortante. Pendant que June colorait à table, Zara sortit. L'air était vif. Le soleil commençait tout juste à réchauffer la rosée sur la balustrade. Elle regarda les arbres, laissant le calme s'installer. Puis, comme un fantôme du passé, un souvenir remonta à la surface. La première fois qu'elle avait pris June dans ses bras après son retour d'Afghanistan. Ses mains sentaient encore la poudre à canon, son corps était raide après le vol. Mais lorsque June avait touché son visage, elle s'était souvenue de ce que signifiait être à nouveau humaine. Aujourd'hui, cette même enfant dormait profondément depuis 3 nuits d'affilée, riait sans crainte, faisait confiance à un nouvel endroit, à un nouvel homme, à une nouvelle famille. Et cela effrayait Zara plus que la guerre ne l'avait jamais fait. Elle recommençait à espérer. Et elle avait appris que l'espoir était dangereux quand on ne savait pas s'il allait durer. Rhett revint juste avant midi, les bras chargés de courses et quelque chose d'autre sous l'autre bras. Une enveloppe en papier Kraft. Il la posa sur la table sans cérémonie. « J'ai envoyé une lettre, dit-il, au bureau du maire et au représentant local des anciens combattants. Je leur ai expliqué la situation. J'ai mentionné la petite fille qui pleurait avant de s'endormir, mais qui maintenant attrape des lucioles. » Zara le regarda, stupéfaite. « Vous n'étiez pas obligé. »« Non, l'interrompit-il, mais quelqu'un doit le faire. Et j'ai du papier, un timbre et une raison. » Elle baissa les yeux en clignant rapidement des paupières. « Merci, murmura-t-elle. » Rhett hocha une fois la tête. « Tu ne me dois rien. Mais s'il me le demande, je serai prête à dire oui. » Ce soir-là, alors que les filles regardaient des dessins animés blottis sous une couette, Zara se retrouva à nouveau sur le porche. La lanterne brillait comme toujours. Rhett la rejoignit, une tasse de thé à la main. « Vous ne faites pas que m'aider, dit-elle doucement. Vous me montrez ce que c'est que d'être à nouveau vu. » Il ne répondit pas tout de suite. Puis il dit « Je n'essayais pas de vous montrer quoi que ce soit. J'essayais juste de garder la lumière allumée. Je me suis dit que quelqu'un pourrait en avoir besoin. » Zara se tourna vers lui. Eh bien, quelqu'un en avait besoin. Le marché fermier du samedi dans le centre-ville de Blue Hollow était le genre d'endroit qui sentait la cannelle, la terre humide et les souvenirs. Des étals en bois bordèrent les trottoirs, proposant tout ce qu'on pouvait imaginer. Du miel et du pain de maïs aux sachets de lavande et aux cornichons faits maison. Des vieillards jouaient du violon sur des bancs. Des femmes vendaient de la confiture de pêche à l'arrière de leur camionnette. C'était une belle journée. Le ciel était bleu, l'air frais, et il y avait juste assez de vent pour faire flotter les drapeaux suspendus devant les magasins. Zara aurait dû se sentir à l'aise, mais ce n'était pas le cas. Elle se tenait à côté de Red, devant l'étal de fruits et légumes, les bras croisés, les yeux scrutant toutes les directions. Elle se tenait droite, les pieds légèrement écartés, dans la posture de quelqu'un qui avait été entraîné à survivre à des embuscades, et non à déguster des morceaux de tarte aux pommes. June et Ellie se trouvaient à quelques mètres devant, examinant des citrouilles trop grosses pour qu'elles puissent les soulever. Elle gloussait devant une citrouille en forme de canard. « Ça va ?» demanda Red d'une voix basse mais assurée. « Ça va ?» répondit-elle trop rapidement. Red n'insista pas. Il prit un pot de miel local et le retourna. « Tu n'es pas obligé de rester, » murmura-t-elle. « Tu peux faire tes courses sans nous. »« Je pourrais, » dit-il, « mais je préfère être ici. Et vous, à cet instant, seriez-vous resté à ses côtés ou vous seriez-vous éclipsé ?» Zara serra les mâchoires. Un homme coiffé d'une casquette camouflage passa près d'elle et lui fit un signe de tête.
Elle lui rendit son salut par réflexe, puis se détourna avant que sa gorge ne se serre. L'odeur des cacahuètes grillées la frappa comme une mine antipersonnelle. Soudain, elle se retrouva à Cobble, la poussière et la sueur, la chaleur d'un marché au bord de la route, le crissement des pneus, puis l'explosion. Elle serra le sac en papier dans sa main, les doigts blancs. Zara s'approcha. Elle cligna des yeux avec force. « Je vais bien. »« Non, tu ne vas pas bien. Je t'ai dit que j'allais bien. » Mais ses genoux fléchirent légèrement et il la rattrapa par le coude juste à temps. Les gens se retournèrent. Pas beaucoup, mais suffisamment. Zara s'écarta, les joues au rouge. « J'ai besoin d'1 minute. » Elle marcha rapidement, sans courir, mais presque, dans une ruelle entre la boulangerie et le salon de coiffure. Elle trouva un banc tranquille sous un arbre, s'assit et respira. Elle détestait ça. Elle détestait que la guerre vive encore dans ses poumons, dans sa peau, dans l'odeur de certains aliments. Elle détestait que sa fille l'ait vue se raidir comme une statue. Elle détestait les regards qui la dévisageaient, ceux qui chuchotaient. Elle a l'air si forte. Qu'est-ce qui pourrait ne pas aller? Et surtout, elle détestait avoir laissé Rhett le voir. Red s'approcha lentement, prenant soin de ne pas l'envahir. « Tu n'es pas brisé », dit-il doucement, se tenant à une distance suffisante. Elle ne le regarda pas. « Ne dis pas ça, c'est vrai. Non, les gens veulent croire ça. Ils veulent croire que les soldats reviennent et redeviennent normaux. Mais ce n'est pas le cas. On ne peut pas oublier ce qu'on a vu. On n'oublie pas l'odeur du caoutchouc brûlé et des cheveux. On ne passe pas devant les étals de citrouille sans se demander s'il y a quelque chose en dessous. » Rhett s'assit à côté d'elle, silencieux pendant un moment. Puis, tu sais, j'ai dû dormir par terre pendant 1 an après le décès de Marlène. Je ne supportais pas le lit sans elle. Ellie pensait que je faisais du camping. Zara se tourna vers lui, surprise. Il continua. Je suis devenu très doué pour faire semblant que tout allait bien. Je souriais à l'église, je tondais la pelouse, je disais ce qu'il fallait dire. Mais chaque jour, je me promenais avec ce bloc de béton invisible sur la poitrine. Personne ne le voyait, mais je le sentais. À chaque minute, elle le fixait du regard. Et pour la première fois, elle le vit. Pas seulement la gentillesse dans les yeux de Rhett, mais aussi la douleur qui se cachait derrière. Le chagrin qui avait tranquillement réorganisé les meubles de son âme. Il ne la réconfortait pas. Il lui montrait ses propres failles. Sa voix s'adoucit. Cela fait 2 ans. Il acquiesça. Elle te manque encore tous les jours, mais c'est différent maintenant. C'est comme une chanson que tu connaissais par cœur. Tu fredonnes toujours la mélodie, mais ça ne fait plus aussi mal. Zara détourna le regard. Je ne veux pas être quelqu'un qui a toujours besoin d'être sauvé. Tu ne l'es pas, dit-il fermement. Tu es quelqu'un qui a survécu. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une autre forme de force. Ils restèrent assis en silence, tandis qu'une douce brise faisait bruisser les feuilles au-dessus d'eux. Puis June arriva en sautillant sur le chemin. Ellie était à ses côtés. June courut droit vers Zara et lui jeta les bras autour du cou. « Ça va, maman ?» demanda-t-elle. Zara la serra fort dans ses bras. « Oui, ma chérie, j'avais juste besoin d'1 minute. » Ellie regarda Rhett. Avait-elle eu le vertige comme grand-mère? Rhett s'accroupit. « Non, chérie. Parfois, les adultes se souviennent de choses très difficiles, et cela leur donne l'impression que leur tête est bruyante. » Ellie sembla accepter cette explication. Les filles retournèrent au marché main dans la main. Zara se leva et épousseta son jean. « Merci pour tout à l'heure. » Rhett la regarda. « Tu n'as pas à me remercier. Tu dois juste continuer à marcher à mes côtés. » Elle l'observa. « Tu es sûr de vouloir ça ?»« Oui, » répondit-il. « Vraiment. » Ce soir-là, de retour à la cabane, Zara ouvrit son sac à dos et en sortit une photo défraîchie de son équipe lors de sa dernière mission. 3 d'entre eux avaient disparu. Les autres étaient dispersés à travers le pays, liés par le traumatisme et le silence. Elle n'avait pas regardé cette photo depuis des mois. Elle la posa sur la table de chevet, à côté du croquis de la cabane réalisé par June et d'une note qui disait « Tu es mon adulte préféré après papa ». La guerre n'était pas terminée. Les blessures n'étaient pas guéries. Mais peut-être, juste peut-être, qu'elle ne se battait plus seule. Et pour la première fois, cela lui semblait suffisant. Les dimanches matins, à la cabane des Callahan, avaient un rythme qui leur était propre, plus lent, plus doux, enveloppé dans l'odeur du bacon frit et du bois de pin. C'était le genre de journée où personne ne se pressait, où les chaussettes étaient facultatives et où le café était servi plus d'une fois, juste pour le plaisir. Rhett était sous le capot de son camion, les coudes enfoncés dans la graisse, fredonnant quelque chose qui avait peut-être été autrefois une chanson country. Ses manches en flanelle étaient retroussées, révélant des avant-bras couverts d'huile et de taches de rousseur. Zara l'observait depuis les marches du porche en sirotant sa 2e tasse de café noir, sans sucre,
sans crème. Les filles construisaient un fort avec du bois de chauffage et des bâches à proximité, gloussant comme des folles. Cela faisait presque une semaine depuis le marché, depuis la ruelle, depuis la confession, depuis que Rhett l'avait vue telle qu'elle était et ne s'était pas détournée. Zara ne savait toujours pas exactement ce que c'était. Cette pause temporaire dans la tempête, mais elle n'était pas pressée de la définir. La paix, aussi éphémère soit-elle, était un luxe qu'elle n'avait pas connu depuis des années. « Tu comptes me fixer du regard pour que je le répare plus vite ?» demanda Rhett en s'essuyant les mains sur un chiffon. Elle sourit. « Ça dépend. Tu comptes le réparer aujourd'hui ou juste lui chanter une sérénade country jusqu'à ce qu'il abandonne ?» Il sourit. « Tu serais surprise de voir ce qu'un bon refrain peut faire à un démarreur rouillé. » Zara se leva, s'approcha et regarda sous le capot. « C'est ton relais solénoïde. Il est desserré. » Rhett haussa un sourcil. « Tu t'y connais en voiture ? J'ai passé 3 mois dans un convoi au Koweït. Si tu ne savais pas changer un filtre à essence, tu n'avais pas droit au dîner. » Rhett s'écarta. « Je t'en prie, sergent. » Elle lui prit la clé des mains et régla le relais avec une aisance acquise par l'expérience. Ses mouvements étaient précis, économiques, comme tout le reste chez elle. « Tu es doué pour ça, dit-il. Plus doué que pour la pâtisserie. C'est tragique. » Elle rit d'un rire si rare qu'ils en furent tous deux surpris. Il était court, léger, mais plein d'une émotion qui leur avait manqué depuis trop longtemps. À midi, le camion ronronnait. Si cette petite victoire vous arrache un sourire, laissez simplement un j'aime. Ça nous dit de continuer ces histoires. Les filles s'étaient mises à peindre des cailloux avec des paillettes, et Rhett avait commencé à préparer des sandwichs au fromage fondu pour tout le monde. « Ton père est génial, June !» dit-elle à Ellie alors qu'elle trempait leurs pinceaux dans des pots dépareillés. Ellie rayonna. « Il fait aussi les meilleurs sandwichs au beurre de cacahuète et à la confiture. Mais ne lui dis pas que j'ai dit ça. » Zara entendit la conversation et sourit intérieurement. Voir June parler ainsi, ouvertement et joyeusement, c'était comme voir les pétales d'une fleur longtemps endormie recommencer à s'épanouir. Dans la cuisine, Rhett retournait les sandwichs et fredonnait à nouveau, cette fois une mélodie que Zara reconnut. « Est-ce que c'est Gentle on my mind ?» demanda-t-elle en entrant avec un plateau de pierre peinte. Il leva les yeux. « Tu connais Glenn Campbell. Mon père passait ses disques tous les dimanches matins pendant qu'il préparait les pancakes. » Rhett acquiesça. « J'aime la façon dont il chantait les choses de tranquille, comme si elles avaient de l'importance. » Zara s'appuya contre le comptoir. Les choses tranquilles ont de l'importance. Leurs regards se croisèrent, sans intensité ni dramatisme, mais avec une familiarité qui les surprit tous les deux. C'est Rhett qui rompit le silence, en disposant les sandwichs sur des assiettes avec un sourire. Le déjeuner est servi. À la manière d'un chef gastronomique, coupé en diagonale, sans croûte, comme les filles le demandent. Zara rit à nouveau. « Tu as été bien formé. » Après le déjeuner, Ellie supplia Rhett de raconter l'une de ses histoires de garage, une tradition qu'ils partageaient avec Marlène et leur fille les dimanches tranquilles. Zara s'assit en tailleur sur le tapis, June se blottit contre elle. Rhett tira son vieux fauteuil à bascule, s'éclaircit la gorge de manière théâtrale et commença. Il était une fois, dans un garage très lointain, une camionnette nommée Bessie qui se prenait pour une voiture de course. Sa voix était animée, ses gestes théâtraux. Il raconta des histoires de marées noires qui se transformaient en rivières, de clés à molette qui parlaient et de bougies d'allumage qui chantaient le blues. Les filles hurlaient de rire. Même Zara ne put s'empêcher de rire. À mi-chemin de la deuxième histoire, un récit plein de suspense mettant en scène un carburateur hanté. Elle se surprit à le regarder, non pas avec une observation prudente, mais avec quelque chose qui s'apparentait davantage à de l'admiration. Il était à la fois terre-à-terre et magique. Plus tard, pendant que les filles faisaient la sieste dans un tas de couvertures et de bâtons de colle, Zara se tenait avec Red sous le porche arrière, regardant le soleil de fin d'automne commencer à se coucher derrière les pins. « Tu es doué avec elle, » dit-elle doucement. « Avec Ellie, avec les deux. » Rhett haussa les épaules. « Je suppose que les enfants ont besoin de la même chose que les adultes, quelqu'un qui les regarde vraiment. » Zara se tourna vers lui. « Tu sais, je n'ai jamais eu un dimanche comme celui-ci, même quand j'étais enfant. Ma mère avait 2 emplois. Mon père est parti quand j'avais 5 ans. La plupart des dimanches étaient silencieux. » Rhett acquiesça. « Le silence peut être pesant. »« Oui, » murmura-t-elle. « Parfois, ça l'est encore. » Il resta silencieux un moment, puis dit « Eh bien, j'espère que celui-ci était différent. »« Oui, »
dit-elle. Vraiment différent. Et pour une fois, il n'y avait ni gêne, ni faux-semblant, juste deux personnes debout dans le silence doré de la fin d'après-midi, laissant la chaleur de quelque chose d'inexprimé s'installer entre elles. Ce soir-là, après que les filles se furent couchées et que la maison fut devenue silencieuse, Zara se tint près de la fenêtre de la chambre d'amis, regardant la lumière du porche, toujours allumée, toujours chaude, toujours en attente. Elle se retourna et remarqua quelque chose sur la commode. Un petit mot écrit au crayon. Il venait d'Ellie. « Chère Mademoiselle Zara, vous avez réparé le camion de papa. Cela signifie que vous faites partie de notre équipe. Avec toute notre affection, Ellie et June. » Zara s'assit lentement, le mot tremblant dans sa main. Elle avait porté pendant des années un sac de voyage rempli de tout le nécessaire pour survivre. Mais maintenant, quelqu'un lui avait donné autre chose, un sentiment d'appartenance. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne voulait pas le laisser derrière elle. L'appel arriva juste après le crépuscule. Zara pliait le linge dans le calme de la chambre d'amis, l'odeur de la lessive à la lavande imprégnant encore le coton chaud lorsque son téléphone vibra sur le rebord de la fenêtre. Elle décrocha sans vérifier l'identité de l'appelant, pensant qu'il s'agissait d'un autre numéro indésirable ou d'un travailleur social en retard. Mais la voix à l'autre bout du fil la figea sur place. « Zara, c'est le lieutenant Colin Griggs. Tu as une minute ?» Elle n'avait pas entendu sa voix depuis plus de 2 ans, pas depuis qu'ils avaient pris des vols différents à Kandahar. Zara s'assit lentement. « Colin, mon Dieu, je croyais que tu étais en Arizona. J'ai été muté. Je fais partie de la division d'intervention rapide maintenant. Mais ce n'est pas un appel amical. » Elle connaissait ce ton, cette voix sèche qui ne laisse pas de place au bavardage. « Que se passe-t-il ? Nous avons besoin d'instructeurs de terrain pour un cycle critique de 6 semaines dans le Colorado. Uniquement des vétérans. Une expérience du combat est préférable. Il s'agit d'une intégration des traumatismes axée sur la santé mentale. Préparation à la guérison. Tu serais parfaite pour ça. » Zara déglutit. « Colin, j'ai June. Et nous ne sommes pas en mesure de déménager, je comprends. Mais ce n'est pas un déploiement. C'est une transition. Tu aurais tes week-ends. Il y a des logements sur la base pour les enfants. Écoute, tu as toujours été celle qui a maintenu la cohésion de l'équipe. Nous avons besoin de quelqu'un en qui les nouvelles recrues auront confiance. » Zara jeta un coup d'œil vers le couloir où elle pouvait entendre les murmures de Rhett lisant une histoire à Ellie et June avant de les coucher. Elle avait l'impression que 2 vies se confondaient et qu'elles se tenaient à la croisée des chemins. « Réfléchis-y, » dit Colin d'une voix plus douce. « Tu m'as dit un jour que tu ne savais pas comment être une civile. C'est peut-être ainsi que tu le découvriras, en aidant la prochaine vague à s'en sortir. » Elle a mis fin à l'appel en promettant d'y réfléchir. Mais son cœur était déjà en guerre. Elle n'en a pas parlé à Rhett ce soir-là. Elle ne pouvait pas. Pas encore. Il était dans son élément, pieds nus sur le porche, sirotant son thé et regardant les étoiles comme si elles avaient une signification personnelle pour lui. Elle se tenait derrière la porte moustiquaire, se contentant de l'observer. Comment dire à quelqu'un qui vous a apporté calme, réconfort et sécurité que vous pourriez vous en éloigner ? Au lieu de cela, elle sortit, s'appuya contre la balustrade et ne dit rien. Il ne la pressa pas, se contenta de lui passer la 2e tasse et laissa le silence s'étirer entre eux comme une vieille couette, usée, réconfortante, familière. Mais son esprit continuait de tourner en rond. Pouvait-elle partir, même temporairement ? Quel effet cela aurait-il sur June, qui avait enfin retrouvé le sourire, et sur Rhett, qui ne lui avait jamais demandé de rester, mais qui la regardait maintenant comme si la maison n'était pas complète sans elle. Elle s'est couchée ce soir-là avec des questions qui l'empêchaient de dormir. Le lendemain matin, Zara s'est levée tôt et a trouvé June déjà réveillée, recroquevillée sur le canapé avec Ellie, en train de regarder des dessins animés. « Maman June, » dit-elle d'une voix endormie, « savais-tu que les grenouilles peuvent geler et revenir à la vie au printemps ?» Zara cligna des yeux. « Je ne savais pas ça. C'est vrai, » dit June. « Je l'ai lu dans le livre de science d'Ellie. Elle ne meurt pas. Elle reste juste silencieuse pendant un certain temps. » Zara s'assit à côté de sa fille et écarta une mèche de cheveux de sa joue. « C'est comme ça que tu te sentais l'année dernière ? Silencieuse. » June acquiesça d'un petit signe de tête solennel. « Et maintenant, je pense que je suis en train de dégeler. » Ces mots frappèrent de Zara avec une force tranquille. Cet endroit, cette vie, avait déclenché le dégel pour elles deux. Elle ne pouvait pas l'ignorer. Mais elle ne pouvait pas non plus ignorer la partie d'elle-même qui se sentait toujours appelée à servir. Non par devoir, mais par conviction. Cet après-midi-là, Zara trouva Rhett dehors, en train de construire un potager surélevé. Il portait des gants et arborait un sourire obstiné,
martelant les planches de bois comme si la terre elle-même l'avait mise au défi. « Tu sais que l'hiver arrive, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Je crois qu'il faut prendre de l'avance, » répondit-il. De plus, Ellie dit qu'elle veut cultiver des carottes assez grosses pour nourrir un ours. Zara sourit, puis prit une inspiration. « J'ai reçu un appel hier soir, » dit-elle. « De quelqu'un avec qui j'ai servi. » Red fit une pause, leva les yeux. « Oui, ils mettent en place un programme pour les soldats qui quittent le combat. Ils veulent que j'enseigne. C'est 6 semaines dans le Colorado. Ce n'est pas un déploiement complet, juste temporaire. » Il se leva, s'épousseta les mains et hocha lentement la tête. « Tu leur as dit que j'allais y réfléchir. » Il l'observa attentivement. « Et qu'en penses-tu ?»« Je ne sais pas, » admit-elle. « Une partie de moi veut dire oui. C'est important. Je sais ce que ce genre de programme peut apporter. Et j'aiderai des gens comme moi, comme je l'étais. » Et l'autre partie, elle croisa son regard. L'autre partie ne veut pas quitter tout ça. Toi, June, tu dors enfin toute la nuit. Moi, je dors enfin toute la nuit. Red ne répondit pas tout de suite. Puis, doucement. Zara, je ne te demanderai pas de rester. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Elle déglutit péniblement. Mais je ne vais pas non plus prétendre que ça n'a pas d'importance, ajouta-t-il. Ça en a, ça en a. Des larmes lui montèrent aux yeux. Et si je pars, et que tout change, alors ça changera, dit-il. Mais ce ne sera peut-être pas la fin de quelque chose. Ce sera peut-être juste une étape vers quelque chose de mieux. Elle s'approcha. Tu m'attendrais ? Je t'ai déjà attendu, dit-il doucement. Pas seulement pour toi, mais pour avoir la chance de ressentir à nouveau quelque chose de réel. Alors oui, je t'attendrai. Zara appuya son front contre sa poitrine, et il l'enlaça comme s'il voulait que cela dure pour toujours, même si cela devait commencer par un au revoir. Cette nuit-là, elle s'assit à côté de June, qui était à moitié endormie sous ses couvertures. « Maman » murmura la petite fille. « Tu dois partir ?» Zara hésita un instant, mais je reviendrai. June cligna des yeux en la regardant. « Promis. » Zara embrassa son front. « Je te le jure. » Puis elle se rendit sous le porche et alluma elle-même la lanterne. Elle brillait plus fort que jamais. Un signal, une prière, un serment. Le calme revint lentement, comme la poussière qui retombe après une tempête. Zara et June partirent juste après l'aube, avant que le soleil ne se soit complètement levé au-dessus des pins, avant que les filles n'aient eu le temps de s'effondrer dans les bras l'une de l'autre. Les adieux, avait dit Zara, se font mieux avec des câlins qu'avec des larmes, même si cela restait difficile. June s'accrochait à Ellie comme à une seconde peau. Son sac à dos peint de paillettes rebondissait à chaque pas vers le camion. Rhett regarda les feux arrière disparaître sur la route de gravier avec un calme qui n'avait rien à voir avec la force, mais tout à voir avec un chagrin stupéfiant. La lumière du porche resta allumée, bien sûr. Cette nuit-là, Rhett s'assit à la table de la cuisine, les mains enroulées autour d'une tasse de thé qu'il ne buvait pas, écoutant le ronronnement du réfrigérateur et le tic-tac de l'horloge. Il n'y avait pas de conversation pendant le dîner, pas de crayons de couleur éparpillés sur le sol, pas de rire derrière le canapé, juste l'écho de pas qui n'était plus là et la faible odeur du shampoing de Zara qui flottait comme une question. Ellie entra dans la pièce en pyjama, tenant une photo sur laquelle elle avait dessiné 4 bonhommes allumettes se tenant la main, l'un d'eux plus grand, avec une longue tresse. Elle dit « 6 semaines ?» murmura Ellie. « Mais si elle oublie ?» Rhett tendit la main et l'attira sur ses genoux. « Elle n'oubliera pas, ma petite. Elle fait quelque chose de courageux, quelque chose d'important. Elle était importante ici. » Il embrassa le sommet de sa tête, clignant des yeux avec force. Oui, elle l'était. Dans les jours qui suivirent, Red fit de son mieux pour combler le vide. Il prépara les déjeuners d'Ellie avec un soin particulier. Il l'emmena faire des balades à vélo dans le parc. Il lui apprit à vérifier l'huile du camion. Mais chaque fois qu'il passait devant la chambre d'amis, toujours aussi bien rangée, dégageant encore un léger parfum de lavande et de fer, il sentait quelque chose se détacher dans sa poitrine. Il avait autrefois cru que l'amour était unique, que ce qu'il avait vécu avec Marlène ne pourrait jamais être reproduit, seulement remémoré. Et c'était peut-être vrai. Mais maintenant, il réalisait que l'amour n'était pas une forme, c'était une lumière, et chaque personne la portait différemment. Zara avait apporté la sienne comme une torche, brillante, intense, durement gagnée. Et maintenant, la lumière du porche qu'elle avait laissé derrière elle brillait comme une bougie attendant à la fenêtre. Un après-midi, une lettre arriva. L'enveloppe était écrite à la main en lettres majuscules désordonnées. Red l'ouvrit lentement, en prenant soin de ne pas déchirer les coins. À l'intérieur se trouvait un dessin, un autre de June. Cette fois, il représentait à nouveau 4 bonhommes allumettes,
mais 2 d'entre eux faisaient signe depuis un avion. En dessous, il y avait un petit message écrit au crayon. « Tu nous manques », dit maman. « Salut. J'ai pu tenir un chiot dans mes bras. Je n'ai pas pleuré aujourd'hui. J'espère qu'Ellie aime toujours les grenouilles. Je t'aime, June. » Red retourna le papier et trouva une note griffonnée à l'encre bleue. « Salut, c'est dur ici. Certains jours sont plus durs que je ne le pensais. Les soldats avec lesquels nous travaillons sont plus jeunes que je ne l'imaginais. Certains ont à peine 20 ans et portent déjà en eux suffisamment de souffrance pour remplir toute une vie. Mais ils écoutent, et je pense que c'est ce qui compte le plus. Dis à Ellie qu'elle est courageuse et dis-toi la même chose. Je serai à la maison avant que le gel ne fonde. » Rhett lut le message 2 fois, puis une 3e fois, chaque mot se posant comme une chaleur sous ses côtes. Ce soir-là, Ellie le trouva dans le garage en train de polir la vieille guitare que Marlène avait autrefois jouée. Il ne l'avait pas touchée depuis des années, mais quelque chose dans la lettre de Zara, ou peut-être dans le silence lui-même, lui donna envie de se souvenir à nouveau du son de la musique. « Tu vas jouer celle que maman chantait ?» demanda Ellie en grimpant sur l'établi. Il hésita, les doigts immobiles sur les cordes. Puis, il acquiesça. Les accords lui revinrent lentement, comme une langue à moitié oubliée. La route est longue, le ciel est vaste, mais les cœurs se souviennent où se cache l'amour. Ellie se blottit contre son épaule, et pendant un instant, le silence ne fut plus pesant. Il était rempli du souvenir de l'attente de quelque chose de presque sacré. La semaine suivante se déroula dans une routine à la fois familière et étrange. Rhett se remit à cuisiner. De vrais repas, pas seulement des croque-monsieur et des œufs brouillés. Il nettoya le porche, repeignit la remise, répara la porte de la chambre d'amis, même si personne n'y dormait. Et chaque soir, avant de fermer à clé, il allumait la lumière du porche, même lorsqu'il pleuvait, même lorsqu'aucune voiture ne passait, même lorsqu'il n'était pas sûr que cela ait de l'importance. Un soir, Ellie demanda « Tu crois qu'elle le voit ?» Rhett sourit. Peut-être pas avec ses yeux, mais je pense qu'elle le sent. Cela faisait presque 3 semaines lorsque Rhett ouvrit le réfrigérateur et vit le dernier pot de confiture de pêche que Zara avait acheté au marché. Celui qui, disait-elle, lui rappelait les dimanches matins avec son père. Il le regarda longuement, puis prit une cuillère. La première cuillerée était trop sucrée, la deuxième était parfaite. Il se dirigea vers le porche arrière et s'assit, le pot dans une main, regardant les arbres se balancer sous le soleil couchant. Elle lui manquait. Pas seulement sa présence, mais aussi sa certitude, son sarcasme, sa façon de considérer la vie comme si elle ne lui devait rien et qu'elle ne lui devait rien en retour, tout en trouvant néanmoins une raison de lui donner tout ce qu'elle avait. Les questions de June lui manquaient, la façon dont elle glissait dans une pièce comme un murmure et laissait derrière elle une vague d'émerveillement. Mais ce qui le surprenait le plus, c'était que leur absence ne l'avait pas brisé. Elle l'avait fait grandir, avait fait de la place pour quelque chose de plus profond. Attendre, réalisait-il, n'était pas vide de sens. Attendre était une forme d'amour à part entière. Cette nuit-là, Ellie déposa un dessin au crayon sur les marches de la véranda, 2 cœurs côte à côte sous une lampe brillante. « Elle reviendra », dit-elle, « je le sais. » Et Rhett, regardant la douce lumière qui se répandait sur le porche, acquiesça simplement. « Oui », dit-il, « je le sais aussi. » L'air était devenu plus froid à Blue Hollow. Ce n'était pas encore l'hiver, mais il commençait à se faire sentir, dans la façon dont le vent s'engouffrait sous les avant-toits et dont les arbres laissaient tomber leurs feuilles avec la lassitude de quelque chose qui avait tenu trop longtemps. À l'intérieur de la cabane, la soirée était calme, pas vide, juste silencieuse. Rhett se tenait dans la cuisine, remuant une casserole de chili, l'odeur du cumin et des tomates enveloppant la pièce comme une couverture. Ellie était dans le salon, allongée sur le tapis, un livre ouvert à côté d'elle et une couverture enchevêtrée à ses pieds. Cela faisait exactement 24 jours que Zara et June étaient partis, mais Rhett n'avait pas compté, du moins pas à voix haute. Il se déplaçait dans la maison comme un homme se déplace dans ses souvenirs, lentement, doucement, toujours conscient des choses qui s'y trouvaient autrefois. La porte de la chambre d'amis restait ouverte, la lumière du porche était toujours allumée, et la lettre de Zara, désormais pliée et usée à force d'être relue, restait glissée dans son portefeuille, à portée de main. Ce soir-là, Ellie le surprit avec une question à laquelle il n'était pas préparé. « Tu crois qu'elle reviendra et qu'elle voudra toujours de nous ?» Rhett leva les yeux de son bol. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire, peut-être qu'elle préférera son nouveau travail, peut-être qu'elle rencontrera quelqu'un, peut-être qu'elle oubliera. » Il posa sa cuillère et s'approcha d'elle, s'asseyant sur le bord du canapé. « L'amour n'oublie pas, dit-il. Il s'étire parfois. Il attend.
Il est mis à l'épreuve. Mais s'il est vrai, il trouve toujours le moyen de revenir. Ellie acquiesça lentement, puis se blottit contre lui. J'espère qu'il est vrai. Il sourit en passant une main dans ses cheveux. Moi aussi, ma petite. Plus tard dans la nuit, Red se tenait sous le porche, une tasse fumante à la main, le regard perdu dans les bois au-delà de la route de gravier. Le vent s'était levé et faisait bruisser les arbres comme un hymne trop ancien pour être mis en mots. Il songea à rappeler Zara juste pour entendre sa voix, mais quelque chose l'en empêcha. Elle avait besoin d'espace pour faire ce qu'elle faisait, pour se consacrer pleinement à son objectif sans se sentir liée par le poids de l'attente de quelqu'un d'autre. Il la laisserait revenir quand elle serait prête, si elle était prête. Il se retourna pour rentrer à l'intérieur. C'est alors qu'il l'entendit. Toc, toc. Il se figea. 2 coups légers, pas précipités, pas hésitants, juste là, réel, présent. Le genre de coup qui ne demande pas la permission, mais n'exige rien non plus. Il ouvrit la porte et elles étaient là. Zara se tenait dans la lumière humide de la veilleuse, vêtue d'un jean et de sa vieille veste militaire. Ses cheveux étaient tirés en arrière en une tresse lâche. Son visage était fatigué mais lumineux, comme celui de quelqu'un qui revient d'un long et difficile voyage et qui sait exactement pourquoi il l'a fait. À côté d'elle se tenait June, une main agrippant la sangle de son petit sac à dos, l'autre serrant une fleur en papier. Aucune des deux ne parla et aucune n'avait besoin de le faire. Red s'écarta. Zara franchit le seuil. June courut se jeter dans les bras d'Ellie sans un mot. Les 2 filles disparurent dans un tourbillon de cris, d'étreintes et de récits précipités. Rat et Zara restèrent debout juste à l'intérieur de la porte. L'air entre eux était chargé et chaud. « Tu es revenu », dit-il. « Je ne voulais pas partir pour toujours », répondit-elle. « Mais je devais savoir si j'en étais encore capable, si je pouvais encore donner quelque chose de moi-même sans tout perdre. Et tu en étais capable ?» Elle acquiesça. « Oui, mais seulement parce que je savais que cela m'attendait. » Oh, il s'approcha. « Tu n'as pas appelé. J'avais peur que si j'entendais ta voix, je reviendrais trop tôt. » Son sourire était doux. « Est-ce que ça existe ?» Elle prit une inspiration. « Je ne pense plus. » Pendant un long moment, ils se regardèrent simplement. Rien de dramatique. Pas de musique grandiose. Juste 2 personnes debout au milieu d'une nuit calme, reconnaissant que certaines choses, certaines personnes valent la peine de revenir. Puis Rhett dit « Tu as faim ?» Zara rit, soulagée. « Ça dépend. J'ai encore froid. Je garde toujours une casserole sur le feu quand les lumières sont allumées. » Plus tard, après que les filles se soient endormies dans la chambre d'amis, qu'elles appelaient désormais la leur, Zara s'assit avec Red sur la terrasse arrière, enveloppée dans une vieille couverture de marlène. Elle tenait la tasse de thé qu'il lui avait tendue comme si elle était sacrée. « Tu sais, » murmura-t-elle pour la première fois depuis des années, « je ne planifie pas ma prochaine étape. Je ne me demande pas où nous serons dans 6 mois, ni à qui je devrais m'expliquer ensuite. » Il la regarda, le profil éclairé par la douce lumière jaune de la véranda. « Que fais-tu à la place ?» Elle sourit. « Je suis juste ici avec toi, avec nous. » Il n'y eut ni baiser, ni déclaration, seulement le calme et le sentiment indéniable d'être chez soi. Ce soir-là, avant d'aller se coucher, Red fit ce qu'il faisait toujours, il sortit une dernière fois sur le porche. Le vent était tombé, les arbres étaient immobiles, et même si elle était déjà à l'intérieur, déjà revenue, déjà sienne à nouveau, de toutes les manières tacites qui contiennent, il laissa la lumière du porche allumée, non pas parce qu'elle en avait encore besoin, mais parce qu'il en avait besoin. À la 2e semaine de novembre, la ville de Blue Hollow s'était transformée en une palette de couleurs orange, brûlé, ambre et gris doux. La fumée des cheminées s'élevait au-dessus des toits comme dans un tableau de Norman Rockwell. Les habitants, emmitouflés dans des vêtements en flanelle et en polaire, se promenaient sur le trottoir en sirotant du cidre et en se saluant au rythme de gens qui connaissaient leurs voisins par leur nom et le modèle de leur camion. Zara n'était pas encore sûre d'être à sa place, mais elle commençait à croire que c'était possible. Elle avait accepté un poste à temps partiel au sein des services d'urgence du comté, où elle offrait un soutien logistique et une formation sur le terrain aux secouristes bénévoles. Ce n'était pas très glamour, mais c'était réel. Et surtout, c'était à elle. Ce mardi matin, elle arriva tôt à l'école primaire de la ville pour un exercice d'évacuation incendie prévu. Elle avait aidé à planifier le protocole d'évacuation la semaine précédente et était là pour observer la manière dont le personnel de l'école l'exécutait. Elle portait ses bottes bleu marine EMS, ses cheveux étaient tirés en arrière et attachés, non par vanité, mais pour l'ordre, pour le contrôle.
Elle se tenait au bord du parking, un bloc-notes à la main, tandis que les enfants sortaient des salles de classe en rang semi-ordonné, guidés par des enseignants au calme expérimenté. Ellie l'aperçut de l'autre côté de la cour et lui fit signe avec une excitation que seuls les enfants peuvent manifester sans honte. Zara leva la main en retour, surprise par la chaleur qui lui envahissait la poitrine. Elle avait toujours été respectée en uniforme, mais c'était la première fois qu'elle se sentait vue. Tout se déroulait comme prévu jusqu'à ce que l'alarme s'arrête. Ce fut le premier signe. Puis un enseignant cria « De la fumée dans l'aile, et !» En un instant, la simulation devint réalité. Zara laissa tomber son bloc-notes et courut à travers la cour, passant devant les visages figés des enfants qui sentaient que quelque chose avait changé dans le scénario. Elle franchit l'entrée latérale où la fumée s'élevait le long du sol du couloir. « 2 élèves manquants !» cria un enseignant derrière elle. Zara n'hésita pas. Sa formation prit le dessus, précise et automatique. Elle s'accroupit, tira le col de sa veste sur son nez et entra dans le couloir envahi par la fumée. La chaleur s'accrochait au mur, pas encore de feu, mais des vêtements, du genre qui suggèrent des fils électriques en train de brûler ou un vieux système de climatisation en panne. Dans un coin, sous une rangée de casiers, 2 élèves de CE1 étaient recroquevillés, les yeux écarquillés et terrifiés. « Tout va bien », leur dit-elle fermement, calmement. « Vous venez avec moi maintenant. » Elle les prit dans ses bras, un dans chaque bras, et se fraya un chemin vers la sortie de mémoire, à gauche après la salle d'art plastique, à droite après les doubles portes. Ses yeux la piquaient, ses jambes lui faisaient mal, mais elle avançait d'un pas ferme comme un roc. Quand elle émergea à la lumière du jour, la foule éclata en applaudissements spontanés. Pas bruyants, pas orchestrés, juste sincères. Zara cligna des yeux face à la luminosité et s'agenouilla pour vérifier que les 2 enfants n'avaient pas de brûlure. Ils toussaient, mais ils étaient sains et saufs. Un ambulancier se précipita pour les emmener. Rat apparut quelques instants plus tard, suivi d'Ellie et To, les yeux remplis à la fois de fierté et d'inquiétude. « Ça va ?» demanda-t-il d'une voix basse et rauque. Zara acquiesça, reprenant son souffle. « 2 enfants effrayés, c'est tout. Tu es entré sans hésiter, ils ne savaient pas quoi faire. Moi, je savais. » Il la regarda comme si elle était à la fois terrifiante et magnifique. « Tu es incroyable. » Zara esquissa un sourire. « Je t'avais dit que je ne faisais pas de pâtisserie. » Plus tard, dans la soirée, l'histoire s'était répandue dans toute la ville. Une ancienne soldate devenue formatrice dans les services d'urgence s'était précipitée dans un bâtiment enfumé pour sauver 2 élèves. Sans hésitation, sans chercher à se mettre en avant, juste par instinct. Le directeur de l'école a appelé Zara personnellement. Le bureau du maire lui a laissé un message vocal. Même le propriétaire grincheux de la quincaillerie lui a fait un signe de tête respectueux le lendemain. Mais rien de tout cela n'avait plus d'importance que la carte qu'Ellie lui avait remise au dîner. Elle était dessinée au marqueur et recouverte de paillettes. La colle était mal appliquée, mais le geste venait du cœur. « Merci d'avoir sauvé les enfants. Tu es mon héroïne. Avec toute mon affection, Ellie. » Zara la plia soigneusement et la glissa dans son portefeuille. Elle avait déjà reçu des médailles, mais celle-ci lui faisait plus plaisir. Ce soir-là, elle et Rhett s'assirent dehors sous un ciel dégagé parsemé d'étoiles parfaites. Il lui tendit une tasse de thé frais à la cannelle et à la vanille, son préféré. « Ça va ?» demanda-t-il. « Oui », répondit-elle doucement. « Je crois que ça va vraiment. » Il y eut un long silence. Pas gênant, juste intense. « Aujourd'hui, dit-il, tu as enfin rappelé aux gens ce qu'est le courage. Pas seulement sur les champs de bataille, mais ici même, en pleine journée d'école. Je ne l'ai pas fait pour être reconnu. Je sais. C'est pour ça que c'est important. » Elle se tourna vers lui, le visage à moitié dans l'ombre de la lumière du porche. « Avant, je pensais que je n'étais utile que lorsque je risquais quelque chose, que si je ne sauvais personne, je ne valais pas grand-chose. Et maintenant, je pense que je n'ai peut-être plus rien à prouver, ni à eux, ni même à moi-même. » Il acquiesça. « Tu n'as rien à prouver. Pas ici, pas avec nous. » Zara regarda la lumière du porche qui brillait toujours. « Tu la laisses toujours allumée, même quand tu es parti. Pourquoi ?» Il sourit. « Parce que tu ne m'as pas dit au revoir. » Elle se pencha vers lui, puis posa sa tête contre son épaule. Il passa son bras autour d'elle sans hésiter. « Je ne vais nulle part, dit-elle. Je sais. » Ils restèrent assis ainsi pendant un long moment. Plus d'alarmes incendies, plus besoin de prouver quoi que ce soit, juste la présence et la paix. Le premier gel de la saison arriva comme un soupir, silencieux, doux et indéniable. L'herbe scintillait d'un éclat argenté sous le soleil matinal. Les arbres se dressaient nus et sans honte,
et le ciel, clair et immobile, s'étendait à l'infini au-dessus de Blue Hollow. À l'intérieur de la cabane des Callahan, la chaleur ne venait pas de la cheminée, mais de quelque chose de plus profond. Zara avait commencé à laisser son sac de voyage déballé. June avait cessé de demander s'il partait bientôt, et Rhett avait commencé à mettre 4 assiettes sur la table sans y réfléchir à 2 fois. Ce n'était pas officiel. Aucun papier n'avait été signé. Aucune promesse n'avait été gravée dans des bagues. Mais quelque chose de sacré s'était installé entre eux 4. Pas seulement la cohabitation, mais l'engagement. Pourtant, certaines choses restaient tacites. Jusqu'à ce dimanche où la journée commença par des pancakes. Rhett les prépara lui-même, fredonnant tout en s'affairant dans la cuisine, vêtu de sa chemise en flanelle délavée préférée. Ellie cassait les œufs avec un geste théâtral, tandis que Juna s'était autoproclamée dégustatrice officielle de sirop. Zara, un café à la main, s'appuyait contre le cadre de la porte et les observait avec un demi-sourire aux lèvres. « Je ne pense pas que cette cuisine ait jamais été aussi bruyante », dit-elle d'un ton taquin. « C'est parce qu'elle a enfin du personnel compétent », répondit Rhett en retournant une crêpe avec brio. « Du personnel qui exige une prime de risque sous forme de pépites de chocolat », ajouta Ellie en souriant. Zara rit, et pendant une fraction de seconde, elle vit une version d'elle-même qu'elle reconnaissait à peine. Détendue, enracinée, aimée. Cet après-midi-là, Rhett les conduisit dans le jardin, une petite boîte sous le bras. « J'ai réfléchi », dit-il en rassemblant tout le monde près des plates-bandes surélevées désormais recouvertes de toiles de jute pour l'hiver. « Nous avons beaucoup construit cette année, des forts, des routines, des recettes de chili, mais nous n'avons rien construit ensemble. » Il posa la boîte et l'ouvrit, révélant 4 poteaux en bois, de la corde et un ensemble de panneaux peints à la main. Zara haussa un sourcil. « Une clôture ? » « Non. » Il souleva l'une des pancartes. On pouvait y lire « Team Porchlight Est ». Ellie poussa un cri. « Plutôt un drapeau de fort, » dit-il. « C'est un poteau de promesse pour le jardin. » Il expliqua tout en commençant à enfoncer le premier piquet dans le sol. « Chacun de nous doit faire une promesse à la famille, grande ou petite. Nous l'écrivons, l'attachons au poteau et la gardons. » Zara le regarda, le cœur battant doucement dans sa poitrine. C'était tellement mignon. Pas de discours, pas de mise en scène, juste une profondeur tranquille déguisée en simplicité. « D'accord, » dit-elle, « je suis partante. » Ils prirent chacun un morceau de papier imperméable et un marqueur. Ellie commença. « Je promets d'aider June si elle a peur la nuit, même si j'ai sommeil. » June suivit. « Je promets de ne jamais cacher les biscuits sans les partager. » Rhett s'éclaircit la gorge. « Je promets de toujours laisser la lumière du porche allumée. Pas seulement la vraie, mais celle de mon cœur pour vous tous. » Zara fixa longuement sa page blanche, puis elle écrivit soigneusement. « Je promets de ne pas fuir quand l'amour devient trop silencieux. Je resterai même quand ce sera difficile. » Ils ont attaché les papiers avec de la ficelle et les ont regardés flotter doucement dans le vent. Ce n'était pas légal, mais c'était contraignant à tous les égards qui comptaient. Ce soir-là, après le dîner, les filles ont supplié pour une dernière histoire au coin du feu. Red, dans son élément, a commencé à inventer une histoire sur une famille de chouettes qui avait construit un nid au-dessus d'une lampe de porche et protégeait toute la forêt. June se blottit contre Zara. Ellie s'allongea sur les genoux de Rhett. Le feu crépitait et claquait comme des applaudissements. Lorsque l'histoire se termina et que les filles furent bordées dans leur chambre désormais commune, Zara trouva Rhett sur le porche, contemplant la nuit. Elle s'approcha de lui et enroula ses bras autour d'elle pour se protéger du froid. « As-tu déjà pensé à ce qui va suivre ?» demandait-elle chaque jour. « Et je pense que nous y sommes. » Elle le regarda. « Les jours où tout semblait certain te manquent-ils parfois ?» Il se tourna vers elle, le regard clair. « Non, parce qu'il ne l'était pas. Je ne le savais tout simplement pas à l'époque. » Elle sourit faiblement. « Je pensais que je ne serais jamais le refuge de quelqu'un, que je serais toujours quelqu'un sur qui les gens s'appuient, mais vers qui ils ne se tournent jamais. Eh bien, dit-il, tu as été le mien. » Elle retint son souffle. Puis, pour la première fois depuis leur rencontre, il l'embrassa lentement et sûrement, sans hésitation ni excuse, sans précipitation, sans désespoir, juste rempli de tout ce qu'ils avaient de construit dans le silence, les rires et les thés tardifs. Lorsqu'ils se séparèrent, elle posa son front contre le sien. « Tu me demandes de rester ?»« Non, » murmura-t-il. « Je te demande si tu l'as déjà fait. » Zara sourit. « Oui, Rhett, je l'ai fait. » Plus tard, alors que la lumière du porche brillait derrière eux, Rhett apporta une deuxième tasse de thé à l'endroit où elle se tenait, emmitouflée dans l'un de ses vieux sweatshirts. « Je peux te poser une question ?» dit-il. « Bien sûr. Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir cette nuit-là ? » Tu as frappé à la porte. Elle y réfléchit un instant. Puis je me suis souvenu de quelque chose que June avait dit à propos des grenouilles.
Il cligna des yeux. Les grenouilles. Elle disait qu'elles se figent en hiver et se réveillent au printemps, qu'elles reviennent à la vie même après être restées immobiles pendant si longtemps. Et j'ai réalisé que moi aussi, j'étais figé. Mais quelque chose dans cet endroit, dans cette famille, avait commencé à me réchauffer. Elle leva les yeux vers lui. Je ne voulais pas me figer à nouveau. Il lui prit la main. Alors nous laisserons la lumière allumée. La cabane de Blue Hollow n'avait jamais semblé aussi vivante. Au printemps, le potager, autrefois planté sur un coup de tête, regorgeait désormais de nouvelles pousses, des rangées de carottes, des tomates cerises et 2 tournesols plantés par Ellie et June qui n'avaient aucune intention de pousser en ligne droite. Des rires s'échappaient des fenêtres ouvertes, les chaussures empilées près de la porte comme une déclaration d'appartenance. À l'intérieur, l'odeur de cannelle et de pain flottait dans l'air, l'odeur d'un foyer qui ne se définit pas par le papier peint ou la superficie, mais par les personnes qui le remplissent de vie et de sens. Zara se tenait pieds nus sur le porche, une tasse de café à la main, regardant les filles dessiner des cœurs à la craie sur l'allée. Rhett était assis sur les marches, une guitare sur les genoux, grattant paresseusement quelque chose de doux et de familier. Elle ne reconnaissait pas la mélodie, mais l'ambiance était indéniablement celle d'un contentement stable et sûr. Pour la première fois depuis des années, Zara avait cessé d'attendre que le couperet tombe. Le bruit en elle, le besoin de continuer à avancer pour ne jamais trop s'attacher et se préparer à tout voir s'écrouler, s'était calmé. Elle n'était pas simplement restée, elle avait trouvé sa place. Ce week-end-là, la famille organisa un petit pique-nique dans le jardin, auquel participèrent des voisins, l'ami d'enfance de Rhett, qui habitait plus haut dans la rue, 2 femmes du conseil scolaire et même Colin Griggs, qui s'était arrêté en passant sur le chemin de Raleigh. Colin apporta à June une tortue en peluche achetée à la boutique de la base et serra la main de Rhett avec le genre de respect discret que les hommes comme eux exprimaient rarement à voix haute. « Tu as bien fait, Zara », lui dit-il avant de partir. « Tu as trouvé quelque chose que la plupart d'entre nous ne trouvent jamais. » Elle sourit en jetant un coup d'œil à Rhett et aux filles. « Oui, c'est vrai. » Après le coucher du soleil, ils allumèrent un petit feu dans le foyer du jardin. Les filles ont fait griller des marshmallows, tandis que Rhett et Zara étaient assis sous une couverture en patchwork, leurs jambes entrelacées, leurs épaules se touchant avec l'aisance d'une longue familiarité. « Tu penses parfois à ce qu'était ta vie avant ?» demanda-t-elle doucement. Rhett remua le feu avec un bâton. « Parfois, mais j'ai l'impression de me souvenir de l'histoire de quelqu'un d'autre. » Elle acquiesça. « Moi aussi. Je regarde June maintenant, et elle est à nouveau légère. Avant, cela me semblait impossible. » Rhett la regarda. « C'est toi qui lui as donné ça. » « Non, dit Zara en souriant. C'est nous tous. » Ils se turent à nouveau, regardant les étincelles s'élever dans le ciel étoilé. À l'intérieur de la cabane, au-dessus de la cheminée, une nouvelle photo avait rejoint les anciens cadres. Elle montrait les 4 sur les marches du porche, Ellie et June, souriant largement. Rhett était en train de rire, et Zara avait une main sur le genou de Rhett et l'autre posée sur l'épaule de June. Derrière eux, la lumière du porche brillait d'une lueur ambrée dans la pénombre, et une écriture soignée. La photo était intitulée « Équipe lumière du porche ». Un matin de cet automne, après que les filles soient parties à l'école et que le monde s'éveillait encore, Rhett entra dans la cuisine et trouva Zara à table, une petite enveloppe en papier craft à côté d'elle. Elle tenait une carte postale. Il haussa un sourcil. « Qu'est-ce que c'est ?»« Elle vient d'un sergent que j'ai formé dans le Colorado. Elle dirige une nouvelle unité de soutien aux victimes de traumatisme près de Dallas. Elle dit que je lui ai redonné pied. » Rhett sourit. « Je ne suis pas surpris. Elle m'a demandé si je voulais venir l'aider à démarrer un nouveau cycle cet automne. » Il marqua une pause. « Et je lui ai dit que j'allais y réfléchir, mais seulement si cela ne signifie pas repartir. » Il s'avança. « Alors, nous viendrions avec toi si nous partions, » dit-elle prudemment. « Nous partons ensemble. C'est la seule façon dont je peux avancer maintenant. » Il lui prit la main. « Alors je suivrai cette lumière où qu'elle me mène. » Ce soir-là, alors que le crépuscule enveloppait le jardin d'un silence bleu, Zara et Rhett sortirent et regardèrent les filles courir après les lucioles avec des bocaux en verre et des rires. Zara se tourna vers lui. « Tu te souviens de la première fois où tu as allumé la lumière du porche ?» Il acquiesça. « La nuit où j'ai enterré Marlène, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé la maison vide. Je n'arrivais pas à dormir. Alors je suis sorti et j'ai appuyé sur l'interrupteur. Je ne sais même pas pourquoi. » Il fit une pause, puis la regarda. Peut-être qu'une partie de moi espérait que quelqu'un la verrait. Elle se pencha vers lui, la tête sur son épaule. Je l'ai vue, et la lumière du porche brillait toujours. Non pas parce que quelqu'un avait disparu, non pas parce que quelqu'un partait,
mais parce qu'elle était devenue le symbole de tout ce qu'ils avaient construit, des promesses tenues, des portes laissées ouvertes, de l'amour qui refusait de s'évanouir dans l'obscurité. Red posa sa main sur la sienne. « Tu t'es déjà demandé ce qui se serait passé si je ne m'étais pas arrêté cette nuit-là » Zara regarda dans la douce obscurité et secoua la tête. « Je ne me pose pas la question, car nous sommes ici maintenant. Et parfois, le miracle n'est pas ce que vous avez manqué, mais ce que vous avez trouvé. » Elle s'avança et, avec une attention toute particulière, éteignit la lumière du porche pendant un instant, puis la ralluma simplement parce qu'elle le pouvait, simplement parce qu'elle en avait envie. La lumière répondit comme toujours.